Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons aborder le cas de la résolution des treillis hyperstatiques de degré 1 à l'aide de la méthode de superposition. Dans un premier temps, nous allons parler des treillis qui sont hyperstatiques extérieurement. Si on regarde la structure hyperstatique d'origine, on peut calculer aisément son degré d'hyperstaticité avec la formule que nous avons abordée au chapitre 1. Eh bien, nous allons trouver que le degré d'hyperstaticité totale de cette structure est de 1. Et si on regarde un petit peu plus l'intérieur et l'extérieur de cette structure, on va se rendre compte qu'en fait, ce qui rend la structure hyperstatique, c'est l'appui à rouleau C ou D qui va être surabondant. Pour rendre la structure isostatique, on a donc décidé dans ce cas de figure d'enlever l'appui à rouleau C. Et comme d'habitude avec la méthode de superposition, on décompose la structure hyperstatique de départ en une somme de deux structures isostatiques. Première structure isostatique avec le chargement réel, les deux forces de 10 et 15 kN, et la deuxième structure isostatique avec une charge virtuelle unitaire qui remplace la réaction surabondante de l'appui à rouleau C. Comme d'habitude, on va écrire l'équation de compatibilité des déplacements. Donc, le déplacement au point C sur la structure hyperstatique d'origine, ça va être le dCp, c'est-à-dire le déplacement au point C sur la structure isostatique avec le chargement réel, plus le FCC, déplacement au point C pour la structure isostatique avec la charge virtuelle unitaire, multiplié par RC, la réaction surabondante que l'on cherche à identifier. Et le déplacement au point C sur la structure hyperstatique de départ va être égal à 0 puisqu'on a un appui à rouleau. Ça pourrait aussi être égal à une valeur imposée de déplacement qui représenterait dans la réalité un tassement différentiel d'appui. Le DCP va se calculer en faisant la somme des petit n fois grand N fois L sur A et le FCC en faisant la somme des petit n fois L sur A. Grand N, ici, ce sont les efforts normaux que l'on obtient pour la structure isostatique avec le chargement réel. Et les petits n, ce sont les efforts normaux que l'on va obtenir dans les membrures de la structure isostatique avec la charge virtuelle. Donc les deux premières étapes de ce problème vont consister à calculer les efforts normaux grand N et petit n pour les deux structures isostatiques avec charge réelle et avec charge virtuelle. Dans un troisième temps, on va construire un tableau de ce type-là. Et dans ce tableau, nous allons lister les membrures du treillis, puis on va indiquer les efforts normaux virtuels réels, les longueurs des membrures, les propriétés EA de chacune des membrures, puis on va rajouter deux colonnes, petit n fois grand N fois L sur EA et petit n fois L sur EA. À la base de ces colonnes, nous allons faire des sommes, donc en fait on va obtenir ici le DCP, et dans la colonne à côté, on va obtenir le FCC lorsqu'on fait la somme. Puis on va prendre ces deux résultats, remplacer dans l'équation de compatibilité les déplacements et en déterminer la valeur de la réaction surabondante RC. Dans un dernier temps, on va calculer les FI, c'est-à-dire la valeur des efforts normaux partout dans la structure hyperstatique d'origine. FI, ce sera en fait les efforts normaux grand N plus petit n fois la valeur de la réaction surabondante RC. Donc si je prenais par exemple la membrure AB, ben ce serait le grand N qu'on a trouvé pour cette membrure plus le petit n multiplié par la valeur de RC que l'on aura calculé en résolvant l'équation de compatibilité des déplacements. Donc voici pour les treillis hyperstatiques extérieurement. On va maintenant s'intéresser aux treillis qui sont hyperstatiques intérieurement. Donc si on prend cet exemple, très similaire à celui qui est présenté dans vos notes de cours, on se rend compte qu'on est en mesure de calculer la valeur des réactions d'appui en utilisant nos équations d'équilibre habituelles, mais par contre, on va avoir à chaque nœud plus de deux membrures inconnues, et donc on va être dans l'incapacité de résoudre avec la méthode des nœuds. Pour rendre la structure isostatique, on a enlevé la membrure BC, et on a décomposé, comme d'habitude, la structure hyperstatique en une somme de deux structures isostatiques. Première structure isostatique avec une charge réelle de 15 kN et deuxième structure isostatique avec la charge virtuelle unitaire qui remplace la membrure BC. Vous voyez que ici, comme on a enlevé la membrure BC, on a mis une charge unitaire à chaque extrémité de la membrure BC. Et ici, on a supposé que la membrure BC allait travailler en tension. Comme d'habitude, on va écrire l'équation de compatibilité des déplacements.
Donc dans ce cas de figure, ça va être DBC plus F étoile BC fois NBC égale 0. Donc DBC, c'est l'éloignement ou le rapprochement des deux nœuds B et C pour la structure isostatique avec charge réelle. F étoile BC, même chose, mais pour la structure isostatique avec la charge virtuelle. Et le déplacement réel sur la structure hyperstatique, il n'est pas égal à 0. En fait, ça va être égal à l'allongement ou au raccourcissement de la membrure BC. Et pour représenter ceci, on a utilisé ce facteur qu'on note F étoile BC. Donc DBC, comme d'habitude, ce sera somme des petits n fois grand N fois L sur EA. Le F étoile BC, ça va être en fait la somme des petits n fois L sur EA, plus le L sur EA de la membrure BC. Et en fait, ce L sur EA de la membrure BC, ça représente l'allongement ou le raccourcissement de la membrure. On va en tenir compte dans le tableau habituel où on fait notre calcul des déplacements. Donc le principe, lorsqu'on a un treillis qui est hyperstatique intérieurement, ce sera toujours de rajouter une ligne dans le tableau qui correspond à la membrure surabondante. Donc généralement, on indiquera dans la première ligne la membrure surabondante, BC, et le fait simple que je rajoute cette membrure BC, ça me permet de calculer en faisant la somme à la base de cette colonne, le F étoile, c'est-à-dire la somme des petits n fois L sur A, plus le L sur A de la membrure BC. En effet, pour la membrure BC, petit n vaut 1, on l'a vu ici, c'est notre charge virtuelle, grand N vaut 0, puisqu'on a enlevé la membrure. Donc en fait, on remarque que, quelle que soit la structure, la membrure surabondante aura toujours un petit n égal à 1 et un grand N égal à 0. Donc lorsque je vais arriver dans cette colonne, je vais faire petit n fois L sur A, c'est-à-dire 1 fois L sur A. Donc ici, ce que j'obtiens, c'est bien le L sur A de la membrure BC. Quant à cette colonne, ce sera toujours 0, puisqu'on a petit n fois grand N fois L sur A, donc 1 fois 0 fois L sur A. Et ensuite, on résout l'équation de compatibilité des déplacements, et on terminera le problème en calculant les FI, c'est-à-dire en faisant cette opération. Donc FI, c'est grand N plus petit n fois, dans ce cas de figure, NBC. Donc voici comment résoudre des treillis hyperstatiques de degré 1 avec la méthode de superposition, suivant que l'on ait des treillis hyperstatiques extérieurement ou intérieurement. Très important à retenir pour les treillis hyperstatiques intérieurement, c'est un F étoile qu'on calcule et concrètement dans le problème, ça se traduit par le fait qu'il faut absolument rajouter la ligne correspondant à la membrure surabondante dans le tableau de calcul des déplacements. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai au fur et à mesure ou éventuellement, si les questions se recoupent, je ferai une autre vidéo plus tard.